À la conscience nationale, dans quel climat le Cameroun aujourd'hui vivrait les derniers moments concernant la grève des enseignants? Vont-ils véritablement faire entendre leur voix? De quoi peut bien craindre le gouvernement camerounais face aux paiements exigés et exigibles en ce qui concerne les enseignants aujourd'hui? Ils continuent pour la 4e semaine de faire entendre leur voix. Eh bien, madame, messieurs, il se trouve qu'au moment où nous parlons, des tractations vont bon train pour trouver des mesures visant à faire chanter au maximum ces enseignants. Que peut-on véritablement retenir du comportement du gouvernement quand des propositions ont été émises? D'ailleurs, le professeur Charlemagne Messanga Nyamding a fait savoir au gouvernement camerounais que dans la ligne 94 s'y trouve un peu plus de 1000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement camerounais d'aller épuiser de l'argent afin de résoudre au plus vite la question des enseignants? Mais surtout, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le gouvernement camerounais continue à verser dans ce qu'on pourrait qualifier d'esbrouf et bien sûr de manipulation à l'endroit des enseignants en laissant croire que des solutions sont trouvées? Mesdames, Messieurs, bienvenue encore ce matin au cœur de 10-12 le Zénith, votre talk show qui redonne encore la parole naturellement au Camerounais que vous êtes sur cette question. On va peut-être quitter le Cameroun et plonger au Mali. Enfin, au Mali, on peut dire qu'il y a des hommes forts au Mali aujourd'hui qui font entendre leur voix. Quand on sait exactement que les médias, certains médias français qui sont propres au Quai d'Orsay, disons ici le ministère des Affaires étrangères français, notamment RFI et France 24 pour ne pas les nommer, ils viennent d'être mis à l'écart. Je vais dire, ils ont été mis dehors au moment où nous parlons au Mali. Les Maliens font entendre la voix de l'indépendance de l'Afrique qui doit sonner. Les Maliens, justement, laissent entendre qu'ils peuvent se mettre à l'écart de toutes les injonctions venant de la France. Est-ce qu'au moment où nous parlons, le peuple africain, les peuples africains peuvent se retourner, regarder véritablement le Mali et prendre des exemples de ce côté? Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous ce matin. Dominique Audrey est avec nous, Isabelle Carole et Charlamel Bachou. Ensemble, nous sommes chez vous. Merci de nous ouvrir les portes. Charlamel, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On va dire que ça bouillonne, Charlamel. Oui, ça bouillonne avec les enseignants. Énormément, non seulement avec les enseignants, mais même dans la famille Aqua, Monsieur Michel Ngachou. Ouais. Ça bouillonne terriblement. Il faut dire que les chefs des familles ne cessent d'aller de réunion en réunion. J'ai bien peur que les prochains jours s'annoncent terribles et terrifiants. Malheur à tous ceux qui se sont arrangés à mettre la main dans ces dossiers. Ça, ils peuvent se rassurer qu'ils ne vont pas laisser passer. Le désordre ne va pas, n'est-ce pas, séjourner au sein de la famille. Est-ce que ce n'est pas l'objectif de qui voudrait qu'il y ait division, problème, schisme en même temps, conflit? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif quand on a vu quand même l'autorité municipale? Allons chercher, M. Michel Ngachou, les raisons à Bonangado dans les prochains jours. Bon, vous verrez et vous apprendrez ce qui va se passer de ce côté. Soyez en tout cas, merci à vous. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou, bonjour aux stagiaires de la CAN 2021 et qui n'ont pas été payés et qui réclament, mais ils ne cessent de réclamer ce qui leur revient de droit. Finalement, le Cameroun serait-il le pays où on promet, on ne réalise jamais? En tout cas, on en parlera dans la deuxième partie. On dira simplement que la canne était sucrée. La canne était sucrée, ouais, et sucrée. On verra exactement chez ce qui la canne est amère aujourd'hui. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. On dira plutôt que le Cameroun est le pays dans lequel on travaille sans salaire. Ah d'accord. Et on est patriote quand on travaille sans salaire. Hein. Oui, vous le saviez? On travaille sans salaire. C'est qui encore? Qui ça? On parle des stadiers. Ah d'accord. Ah, on parle des stadiers. Ah ben je m'en excuse. Hein. Voilà, je me suis dit certainement que vous avez d'autres réalités. Encore non. Voilà. Non, pour le moment non. On ne sait jamais. Merci à vous mesdames et messieurs. N'oubliez pas les contacts qui sont les vôtres. Allez naturellement vous abonner sur la page Equinox Télévision. Laissez-nous vos réactions. Discutez avec nous en live également. Allez nous laisser vos commentaires au numéro à l'instant que s'affiche bas de l'écran. D'ailleurs vous voyez. Allez bien sûr nous laisser vos SMS. Vos messages, vos réactions, vos commentaires, vos analyses. Merci à vous. On va peut-être rentrer dans cette émission ce matin en saluant et en donnant nos encouragements à tous ces Camerounais, militants ou pas, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour ceux-là qui sont depuis des mois derrière les barreaux, écroués à la prison ou dans les prisons du Cameroun aujourd'hui. D'aucuns d'entre eux seront libres d'ici le 29 mars. Eh bien, ça fait justement jaser. Dans ce climat, on aimerait bien voir comment les Camerounais iront accueillir ces derniers le 29 mars de la libération.
Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. C'est l'histoire d'une famille d'orphelins dont l'avant-dernière née est âgée de 25 ans. Malheureusement, ils ont perdu leurs parents très jeunes et aujourd'hui, il y a eu les aînés qui ont pu travailler d'arrache-pied et ont pu positionner le reste des frères. On va dire que c'est une fratrie de 6 où l'aîné a pu gagner honnêtement sa vie et a donné un niveau de vie à ses autres frères dont ils ont grandi dans une certaine opulence. Le problème de ce matin, justement, c'est l'une de ses sœurs qui le pose. Elle dit que voilà, elle a rencontré un jeune homme, un commerçant, un vendeur à la sauvette qui vivait dans une chambre à la briqueterie là-bas et elle s'est liée d'amour avec ce jeune homme. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, quasiment 3 ans après, sa famille, ses frères continuent de repousser ce garçon. Lorsqu'elle a rencontré, elle était dans une chambre, elle a posé la situation à ses frères en disant voilà, le garçon que j'aime, c'est un vendeur à la sauvette, c'est un commerçant, il s'occupe plutôt bien de moi et tout, il vit dans une chambre, il faudrait que vous veniez un de ces 4 visiter la chambre pour voir, du moins visiter l'endroit où il vit, où je vis désormais. Ses frères lui ont dit jamais, jamais au grand jamais, nous on ne viendra te voir dans une telle maison. Elle, de son côté, a commencé à mettre la pression à ce garçon qui a dit bon, pour que la famille de ma copine soit quand même content, je vais aller un peu plus loin, je vais aller prendre dans mes réserves, je vais louer un studio moderne pour qu'il puisse venir au moins nous rendre visite. Sauf que malgré le fait que le jeune commerçant ait pris ce studio moderne-là dans un autre quartier que la briqueterie, ses frères, les frères de la fille continuent de refuser. Ce qui l'a choqué, cette fille, c'est que même après la naissance de son bébé il y a quelques mois, ses frères ont toujours refusé en estimant que leur sœur n'a rien à faire avec ce genre de type. Il ne peut rien lui apporter. Elle ne peut pas quitter d'un haut standing pour descendre plus bas que terre. En vivant dans ce genre de quartier, entre guillemets, en vivant dans ce genre de chambre. Et vraiment, il faudrait qu'elle pense promptement, rapidement à quitter ce dernier pour chercher un homme qui pourra être à la hauteur des attentes de la famille. Donc aujourd'hui, cette jeune femme ne sait pas, puisqu'elle n'a plus que ses frères dans sa vie. Et il y a cet homme qui l'aime, qui la rend heureuse, parce qu'elle mentionne qu'elle n'a pas encore dormi affamée. Il fait tout pour elle, du moins il donne le minimum vital. Elle fait comment? Elle le quitte en attendant que peut-être ses frères lui donnent... Elle quitte son homme parce que ses frères lui demandent de le faire. C'est son homme ou c'est son mari? Elle n'est pas encore mariée. Bah, ils vivent maritalement. Ils vivent maritalement. Depuis 3 ans. Voilà. Et bien maintenant, les frères estiment que tu es né d'une bonne famille. Voilà, qu'est-ce que tu fais à cet homme-là? Oui. Ah ben vous les femmes, vous souffrez. Hein. Franchement. Vous savez que vous à aussi, cause de nos vous savez frères. que vous aussi, les filles, vous nous faites souvent ça, nous les garçons, non? Vous savez que les filles sont toujours là à chercher la petite bête aux côtés de l'homme, de la femme avec qui le frère vit au moins. Je ne dénature pas l'histoire, hein. Qu'on se comprenne très bien. Oui, sauf Bon, que... est-ce que les frères maintenant peuvent se permettre de se dire, non, regarde l'homme avec qui tu Quelle est chemines là. l'attitude des parents? Hein? Il y a aussi l'attitude des parents? Oui, les oncles qui représentent les parents n'ont pas tant que ça de problème avec. Ouais. Quelques aînés de la famille lui ont rendu visite après la naissance des enfants, mais les frères qui sont directement liés à elle ont dit jamais au grand jamais, on ne viendra te voir tant que tu restes avec cet homme. Elle fait comment alors? Bienvenue à vous, si à l'instant vous vous joignez à nous, mesdames et messieurs. On va saluer toutes ces femmes qui font l'effort au quotidien de cheminer avec des hommes en qui elles croient. Et d'ailleurs des hommes également qui croient en certaines femmes, avec qui ils peuvent vivre maritalement, avec qui ils ont des engagements, ils ont des projets, ils ont des visions. Ils se comprennent en réalité. On va également saluer ces parents qui, pour beaucoup, savent encourager les enfants en leur disant « Oui, le monde a changé, les choses sont devenues compliquées, mettez-vous ensemble et cheminez. » On va également saluer ces grandes sœurs qui pour beaucoup sont très regardantes sur le comportement ou du moins la femme qui rentre dans la vie de leur petit frère ou de leur grand frère. Elles sont très nombreuses également. On va saluer ces grands frères qui sont devenus très regardants aujourd'hui sur la qualité de l'homme que la fille ou leur petite sœur ou même leur grande sœur voudrait épouser. Alors aujourd'hui nous sommes en Afrique. Vous êtes très nombreux bien évidemment à vivre ces réalités. Comment expliquez-vous que ce soit l'injonction des membres des familles qui orientent votre choix dans votre vie aujourd'hui? C'est d'ailleurs le problème que pose l'histoire fondamentalement. Laisserez-vous votre famille vous donner des injonctions en ce qui concerne le choix de votre homme? Est-ce que les gendarmes, qui sont aussi vos frères, peuvent décider du bonheur que vous cultivez pour vous-même ou pas?
Est-ce qu'on va également, peut-être pour sortir, dire qu'il y a comme une influence de la société, le qu'en dira-t-on qui s'impose aussi? Madame, messieurs, vos commentaires, vos avis, on espère vraiment vous lire sur ces questions-là. Et on salue d'ailleurs, en commençant, Isabelle Carole, toutes les femmes qui vivent, qui ont pris sur elles, qui prennent sur elles, tant pour moi, de cheminer avec des hommes sans rien attendre, peut-être que le coup de leur bonheur. Qu'est-ce que vous dites à cette dernière ce matin? Je dirais à cette dernière que elle n'a pas commencé là où il fallait. Elle n'a pas commencé là où elle devait ou devrait pouvoir commencer. Ça veut dire que ça fait 3 ans qu'elle est en couple avec cet homme-là. Et je crois que les choses ont été faites clandestinement. Et c'est pas normal du tout. Parce que moi, je veux bien comprendre comment elle a fait pour se retrouver dans la maison de cet homme. Zoupette. Non, mais comment elle a fait? Il y a 46 façons. Elle arrive. Comment elle a fait pour se retrouver dans la maison de cet homme? Elle a laissé un soutien, elle a laissé une musette et après. Et après, on vient, on commence à faire un week-end. Après, on fait une semaine. Après 2 semaines. Et après, on rentre chez ses parents. Oui. Et après, on dit non, je suis en mariage. Je suis allée voir mon mari. Mon mari a dit que. Vraiment, non, mais franchement, soyez un peu plus sérieux aussi. Hein. Vraiment, il faut que les femmes se donnent un peu plus de valeur. C'est important et ça commence par là. La raison pour laquelle moi, je tire sur les frères de ces jeunes filles. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez votre sœur, et c'est pour ça que le processus du mariage est important, et les gens doivent le retenir. Ce n'est pas important seulement pour vous qui vous mariez, mais ça protège votre conjoint, vous-même, votre famille aussi. Ça veut dire que quand l'homme qui souhaiterait que vous soyez votre femme vient pour vous épouser, il y a des préalables, il y a des questions, il s'entretient avec la famille, il y a même l'examen de conscience, et tout ce qui passe par là. Donc, à partir de ce moment, on va savoir là où vous allez vivre par la suite. Bon, tu veux épouser. Carole, ce n'est pas ça le Charles problème. Lamel. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas aller visiter. Ça, C'est la là mère. le problème. Je commence Elle par est là dans où son il argumentaire, faut. monsieur Je Mathieu. dis ceci. C'est à la base qu'on règle ça. Oui. Quand le jeune homme vient pour épouser votre soeur, parce qu'il ne l'a pas fait, c'est là où vous entretenez avec lui. Et là, vous lui dites, écoute, tu vas prendre notre soeur, ça va se passer comment? Vous allez vivre où? Vraiment, vous allez vous organiser comment? Et puis quand il dira, ok, d'accord, je vais vivre ici ou là-bas, on essaie de s'arranger, de s'accorder pour qu'il n'y ait pas de tel désagrément par la suite. Parce que là, maintenant, on parle d'un fait qui aurait pu être réglé. Maintenant, la situation est... Bon, c'est à tort pour eux. Parce que la sœur est déjà là-bas. Ben, si elle est là-bas, vous serez automatiquement obligé d'aller là-bas. Oui, mais attendez. Mais son problème, c'est qu'aujourd'hui, elle estime que ses frères ne viendront peut-être jamais chez elle. Parce que l'argument que l'on brandit, c'est que tu descends aussi bas que terre. En allant vivre à la briqueterie. En allant vivre avec un commerçant. En allant vivre un commerçant à la briqueterie. Ben, en même temps, ceux qui vivent à la briqueterie ne sont-ils des sous-hommes? Comment est-ce qu'on peut même parler un raisonnement? On est d'accord que dans le processus, il aurait été important qu'elle s'engager dans une vie normale avec tout ce qui va avec. Mais au vu des contingences, quand même, Isabelle Carole Zoupette aujourd'hui, ne va-t-on pas dire que oui, d'accord, elle s'est engagée? Il y a lieu de la protéger et l'encadrer, ou les encadrer tous les deux, que de les mettre à l'écart? Je crois que si les frères réagissent de la sorte, peut-être qu'il y a eu des manquements venant de la part de la fille, ou peut-être qu'il a dit « je m'en vais voir mon gars, un point c'est tout, que vous soyez d'accord ou pas ». On sait, il y en a qui vont en mariage de manière archaïque et qui commencent à crier sur tous les toits c'est mon gars, je l'ai choisi, un point c'est tout, j'assume et tout ce qui va avec. Et puis quand il y a renversement de la situation ou retour à la réalité, elle commence à avoir peu de mots pour convaincre la famille. Donc, aujourd'hui, je crois que les frères doivent simplement parler avec cet homme. S'ils estiment que ce n'est pas l'endroit où elle devrait être, qu'ils parlent avec cet homme et lui disent écoute, on ne peut pas permettre que notre soeur habite ici, écoute, on te donnera un peu plus de moyens, ou alors on pourra offrir un terrain à cet homme aussi, c'est possible aussi, de lui donner un terrain, de lui dire ok d'accord, on t'aidera à pouvoir construire assez rapidement, et là tu pourras vivre dans de meilleures conditions avec notre soeur. Ou alors, on pourrait également, il y a des familles comme ça, où on offre un boulot au beau-frère. Oui. Donc, ils peuvent... Est-ce que vous avez dit qu'il y avait un problème de boulot? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait un problème d'argent? Est-ce que vous avez dit qu'il ne parvenait pas à nourrir sa femme, moi, sans s'occuper de sa petite Non, famille? mais ils estiment que c'est très modeste pour leur sœur. D'accord. Et si c'est modeste, c'est par rapport à ses moyens que c'est comme ça. Mais vous savez, lorsqu'on parle du bonheur, le bonheur, c'est deux choses. À la base, c'est la tranquillité et la paix. Quand vous avez ces deux éléments, c'est important. Elle se dit que mon bonheur,
j'ai ma tranquillité auprès de mon mari, ou bien de mon futur mari, j'ai ma paix avec lui, qu'importe que de l'endroit où on vit, c'est comme ça que nous concevons notre bonheur. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas dire, parce que je suis la question, qu'il y a des familles ici aujourd'hui qui décident de qui doit cheminer avec les sœurs ou pas, comme c'est un peu le cas de cette famille, qui semble dire au garçon, à la fille, ton gars, on ne le veut pas, on ne l'a toujours pas validé. Hein. Qu'importe ce que tu feras, ce n'est pas notre goût. Hein. Est-ce que ce n'est pas un peu malheureux pour les familles de penser pareil? On ne dira pas que c'est malheureux, mais on dira que dans une relation, les familles ont un droit de regard. Le droit de regard voudrait que vous refoulez, sans prendre la peine, bien évidemment, de faire une réelle enquête de moralité de l'homme, afin de mieux les encadrer, mais les orienter. Je crois que les familles ont un droit de regard. C'est vrai que pour le cas de ce matin, le regard est un peu trop épicé. Là, on est d'accord. Mais je pense que toutes les familles ont le mot à dire. Maintenant, c'est aux deux partenaires d'avoir les conclusions, de faire la synthèse qu'ils vont faire. Donc moi, je dis simplement, s'ils ne sont pas d'accord du quartier, du lieu, de la maison et tout, et ils ont les moyens, comme on a ramené, comme Dominique Audrey l'a rapporté, alors qu'ils mettent cet homme dans des conditions qu'il souhaite. Très bien. Et là, je crois qu'on pourra... Ça, c'est votre proposition. Charles Amel Battu, je me retourne vers vous, c'est important. Les familles, il y a des familles nanties aujourd'hui au Cameroun. D'ailleurs, il faut le rappeler. Hein. Des familles qui vont vous dire, bon, moi, ma fille, écoutez, hein, le choix de l'homme avec qui elle va cheminer, moi, je vais décider de celui avec qui elle va marcher. Je décide en tant que grand frère, hein, de qui elle va épouser. Ou je décide en tant que petit frère, parce que j'ai un petit pouvoir financier, entre guillemets, de celui avec qui elle va marcher. Vous comprenez cette façon de faire des choses-là? Oui, je comprends bien. Je comprends même trop bien. Je comprends très, très bien. Oui, monsieur Michel Gadjou. J'ai coutume de dire que ton frère est ton frère quand tes parents vivent. Quand les parents vivent là, ton frère, c'est ton frère. Mais quand les parents ne sont plus là, tu vois le visage de ton frère. Elle n'a plus de parents. L'histoire nous l'a dit, elle n'a plus de parents. Monsieur Michel Gadjou, pour nous qui sommes habitués au deuil, quand on arrive au deuil, à l'heure du témoignage, on entend des phrases. Maman, tu es partie, je prendrai mes frères et mes soeurs comme tu nous l'as appris. Je vais les aimer. Toute la salle fait comme ça. Mais le même soir, il démarre sa voiture, ne porte aucun de ses frères, il part. Vous avez des frères qui ont honte de leurs frères. Il faut le dire à la télé. Des hommes qui ont honte de leur maman. Il faut le dire à la télé. Quand les autres se lèvent la main le premier ou se le 20, mais je ne sais pas quel mois de l'année, c'est à ce moment qu'il cherche une vieille photo de sa mère. Lorsqu'il avait à l'époque, je ne sais pas comment sa mère, c'est là, il plaque ça sur Facebook aussi. Maman, tu me manques. Voilà une fille qui est abandonnée et qui a été abandonnée par ses frères. Voilà une fille dont les frères ont honte, monsieur Michel Gadjou. Les frères ont honte. N'ayez pas peur de dire le mot. Les frères ont honte. C'est ce qu'on appelle l'outrecuidance familiale. Où des bremborions se lèvent pour tenir des langages sur la vie des autres. Des bremborions, comprenez bien ce que je dis. C'est pas un peu fort ça? Oui, non, c'est trop fort. Hein? Prenez ça comme vous voulez. Oui, prenez ça comme vous voulez. Où des gens se lèvent pour tenir. Non, monsieur Michel Gadjou. Dis-lui un peu, Charles. Mais je ne peux pas dire lui. Dis-lui un petit peu. Il ne faut pas s'amuser avec ça lorsqu'on parle de la vie. Quelqu'un ne va pas venir chez vous vous dire comment vous allez embrasser votre femme. Quelqu'un ne va pas venir chez vous vous dire comment vous allez élever vos enfants. Quelqu'un ne va pas venir chez vous vous dire comment vous allez gronder votre enfant. Quelqu'un ne va pas venir vous dire chez vous comment vous devez faire. Il ne veut pas venir vous rendre visite. On s'entend. Oui, monsieur Michel Gadjou, on s'entend. Le rôle des frères, c'est accompagner et non décider. C'est accompagner. La fille n'a pas dit qu'elle a faim. La fille n'a pas dit que le gars la tape. La fille n'a pas dit qu'elle la jette dehors. La fille n'a pas dit qu'elle manque d'électricité, d'eau, qu'elle a un quelconque problème. La fille dit, voici le gars que j'ai trouvé. Je vais me battre avec lui pour réussir. La fille n'appelle pas pour dire, aidez-moi, on meurt de faim. La fille n'appelle pas pour dire, donnez-moi l'argent pour m'habiller. Vous vous rendez compte? D'accord. Allez saluer votre soeur. Juste ça. Elle a accouché.
allez saluer votre soeur, vous dites que vous ne pouvez pas aller. Vous qui? Vous quoi? Le grand frère. En tant que qui? Monsieur Michel Gachou, vous connaissez ce qu'on appelle la roue? La roue de la vie? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la roue de la vie? Ce gars qui est commerçant, parce que ça arrive, moi mon journaliste, hein. Même mon journaliste, ça arrive, il faut le dire. Ton gars est journaliste, le journaliste gagne combien? Il faut dire la vérité, monsieur Michel Gachou. Il faut dire qu'il y a des corps de métier, si ça fait problème, ton gars est caméraman, dites la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Elle a choisi son gars, c'est son gars. Elle a choisi son cœur, c'est son cœur. On a vu des commerçants un jour se sont trouvés dans l'affaire des œufs, pendant la période de la grippe aviaire. Il y a des commerçants qui sont retrouvés à devenir millionnaires, ils n'ont jamais chuté jusqu'à aujourd'hui. Au moment où tout le monde sortait et ils achetaient les œufs. Ils achetaient les œufs, ils stockaient les œufs. C'est ça le commerce. Le gars aujourd'hui vend les dîmes. Demain il va se vendre la fripe. Demain il va prendre 2 ballots. Après demain 3 ballots. Il va avoir un grand frère. Un grand frère de la vie qui va reconnaître, qui va lui dire, gars, je te lance. Demain on viendra dire, il est dans le femme là. Il est dans la rose croix. Il est dans la franc-maçonnerie. Il est dans son derrière. Monsieur Michel Gachou. Les frères ne seront jamais, je dis bien jamais, il ne fera jamais ce que ton père et ta mère pouvaient te faire. Il dit un frère ne fera jamais ce que ton père et ta mère font pour toi, monsieur Michel Gachou. Ton frère... Je vous relance. Il y a une chose, cher Lamel. On est d'accord avec cette analyse que vous faites ce matin. S'il y a le pire, demain, qu'est-ce qu'on fait? Le pire dans la mesure où demain, je ne sais pas, vous pouvez avoir un souci majeur. Les frères viendront à la maison, des gens qui ne s'entendent pas avec le garçon. Est-ce que la fille elle-même ne peut pas, au-delà, je vais dire, du comportement dur des frères aînés, trouver le moyen de mettre les deux en accord, parce qu'elle aussi, elle joue un rôle quand même tampon Monsieur entre Michel Gachou, les deux parties, non? Monsieur Michel Gachou, je vous en prie. On a vu des gars qui vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils veulent plaire à la famille ou à la belle famille, qui se battent à acheter des voitures, qui se battent à aller à Bonanjo, à Bonaprison, à Bali, parce qu'ils veulent maintenir un standing et montrer à la famille de la femme que je suis en haut, moi aussi je suis en haut. Est-ce que vous savez qu'il y a des gars, monsieur Michel Gachou ici à Douala, qui louent des maisons de 130 000, 130 000, 100 000, alors qu'il n'est même pas 200 000 francs, même 300 000 francs de salaire, juste parce que le gars a dit qu'il veut maintenir sa barre à un certain niveau, prouver à la famille de la fille, lorsqu'on arrive chez lui, on découvre une maison. Oui, monsieur Michel Gachou. Oui, pour ceux qui sont complexés. Est-ce qu'ils ont envie de prouver? Est-ce que c'est parce qu'on veut prouver? Nous sommes dans la c'est parce situation. qu'ils veulent prouver. C'est parce qu'ils veulent prouver. Aujourd'hui, le frère dit que je ne viens pas chez toi parce que tu habites dans Abepanda. Je ne viens pas chez toi parce que tu habites à Bonabéry. Dans un studio. Je ne viens pas chez toi parce que tu habites à Briqueterie, en tabac. Je ne viens pas chez toi parce que tu habites au Yomaba. Mais ça tient ça, monsieur Michel Gachou. Ben écoutez, alors est-ce qu'on ne va pas dire, justement peut-être sortir chez la Lamel, qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, nous en Afrique, en matière de valeurs, en matière de, je vais dire, de valeurs, de fraternité, où l'argent est venu diviser et mettre des gens dans les écarts, cher Lamel. Oui, vous avez beaucoup d'argent, vous avez votre barrière, vous êtes au-dessus de tout le monde, tel que vous le voyez dans votre tête, mais celui qui est de l'autre côté, qui est votre frère, qui est votre soeur, ne vous demande rien, mais vous le regardez de haut. Est-ce qu'on n'a pas dit justement que l'occidentalisation justement a eu un fort impact sur la vie. Incroyable donc. Regardez jusqu'à quel point on va venir dire à cette fille comment respirer son air. Ouais. Regardez jusqu'à quel point. Je connais plein de personnes. Les riches d'aujourd'hui n'ont pas toujours été les riches d'aujourd'hui. Hein. Ils ont commencé pauvres. On a connu des couples où la femme, lorsque la femme se battait à chercher un endroit, elle arrivait, on trouvait une petite chambre de 7 000. C'est elle qui allait acheter les planches, qui venait changer les vieilles planches. Elle tenait le pinceau pendant que son mari était le seau de peinture. La femme se retrouvait à peindre. Ils ont grandi comme ça jusqu'à construire leur maison et leur vie. Ouais. Accompagner et non juger. Ne jugez pas. Ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas détruit. Ils n'ont pas dit à cette fille rentre à la maison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On demande au gars, on a demandé à cette fille, abandonne le gars. Elle est malheureuse. Elle souffre dans ce foyer. Est-ce qu'on a demandé à cette fille de quitter son foyer? Qu'ils ne viennent pas vous visiter. Les gens qui se trouvent dans cette situation, hein, faites comme ça là, vos frères. Qu'ils ne viennent pas vous visiter. Oui, faites ça. Jean-Lamel, restez. Vous demandez aux familles de se diviser. Vous demandez aux familles de se diviser. Vous n'avez pas de directeur de conscience. Vous n'avez pas de directeur de conscience. Non, ça compte aussi. J'ai dit non, monsieur. Non, vous n'avez pas de directeur de conscience. Ils donnent leur point de vue. Permettez. Dominique Audrey. Monsieur. C'est très chaud quand même. Moi, je voudrais comprendre, très honnêtement,
est-ce qu'on est contraint de dire à l'autre, je ne viendrai pas chez toi parce que tu habites en tabac? Je veux pas Très salir mes honnêtement, chaussures. je veux pas ça. Je veux pas que les moustiques me piquent. moi, je le dis ouvertement à la télévision. Moi, je suis né en Komkana. Moi, je On suis y née a à grandi. mini-ferme. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je vis en Komkana que je connais X qui ne viendra pas en Komkana sous fallacieux prétexte que j'habite en Komkana, je ne suis rien? Dis-moi, moi, je veux comprendre. Parce que tu es mon grand frère, tu me diras, ben, je n'accepte pas ta Je femme. veux pas attraper parce le que tu habites palu. Bastos, c'est ça? Je veux pas attraper, je me mets dans leur peau. Je n'ai pas envie d'attraper le palu. On m'a dit qu'on agresse trop dans vos quartiers là. J'ai pas envie de me faire racketter. Je veux pas qu'on m'enwash là-bas et tout. Et on m'a dit qu'il y a trop les inondations. Je veux pas me retrouver noyée dans des eaux compliquées. Donc, ce sont des parvenus. Tout simplement. Oui, c'est des parvenus. Ce sont des parvenus. Ils ont peut-être de l'argent, ils sont peut-être arrivés à un certain niveau de la vie, mais ils n'ont pas de manière. Malheureusement, c'est ça. Donc aujourd'hui, d'abord mes salutations, mon respect aux commerçants, aux mototaximans, aux vendeurs, aux pousseurs, aux débrouillards, aux personnes qui essaient de gagner honnêtement leur vie. Hein, aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parrain, un oncle et tout, qui leur ont tout donné dans leur vie. Parce que je ne suis pas sûre que des personnes qui aient réellement travaillé, qui sachent à quel point c'est dur d'avoir de l'argent pourraient tenir un certain langage aux gens. Parce que quand vous n'avez rien eu dans votre vie, et qu'à un moment vous réussissez à en avoir, il y a un certain respect que vous avez pour une catégorie de personnes. On peut avoir un peu de mépris pour les personnes qui nous dirigent, mais lorsque vous échangez avec un papa qui vous dit « Moi, je fais le taxi, je sors à 4 h du matin, je rentre à 10 h et je ressors à 14 h pour revenir à 22 h ou bien 23 h », vous respectez cet homme. Oui. Parce qu'il endure des choses, parce qu'il subit des choses. Vous avez vu comment on va au marché Mokolo. Vous savez combien de fois on ramasse la marchandise. Vous savez que c'est à peine si on a même de quoi se couvrir la tête. Quand il pleut. Quand il pleut. Ou quand il y a le soleil. Voilà, c'est incroyable. C'est difficile. Donc maintenant, qu'on ait un homme comme ça, on ne sait même pas savoir s'il est même... Peut-être le garçon est même très instruit. Peut-être il a même un niveau d'instruction supérieur à ses fameux frères riches. Mais ils ne le sauront jamais parce qu'ils ont stigmatisé et marginalisé ce garçon. Au-delà même de l'instruction, peut-être l'incarnation de la sagesse de Nicodré. Oui, mais on ne peut pas savoir parce qu'on l'a catalogué. Maintenant, à la question de savoir, elle est allée avant qu'on l'ait épousée, on l'ait dotée, machin, ragnagné et tout. Bon. Je ne vais pas dire que ce sont des conneries, mais sauf que la réalité sur le terrain aujourd'hui, on épouse combien de filles avant qu'elles n'aillent chez les hommes? Voilà. Bon. Il y a que aussi, lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on voudrait le bien de cette personne qui nous dit avoir trouvé un homme, on interroge qui est l'homme, pas ce que l'homme a. Parce qu'il y a des hommes qui... il vit. Il a tellement d'argent qu'il chosifie et malmène et maltraite votre soeur. Mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas nous aussi les hommes? Non. Parce que, permettez, cher Lamel, vous rentrez dans une famille, vous montrez à la belle famille que je suis Michel Ngachou, je dis n'importe quoi. Oui. Je suis Charles Lamel Bachou, je suis X, je suis Y. Oui. Vous venez avec vos grands airs. Mais on vous accueille quand vous venez à un moment donné. Mais celui-ci n'a pas été le cas. Je parle dans la généralité. Pour dire, est-ce qu'on ne doit pas dire aux hommes désormais que la culture de l'humilité, soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. Dominique Audrey. Vous savez que lorsqu'on veut une femme, on parade. On se met à son avantage. Et lorsqu'on veut plaire à sa belle famille aussi, on le fait. Maintenant, il faut le faire à dose homéopathique. Oui, attendez, il faut savoir vous doser. Vous n'allez pas plaire, vous n'avez pas fait... Lorsque vous allez en tant que Charles Lamel ou bien Michel Ngachou, vous jouez de vos atouts. Vous savez vous exprimer, vous êtes un bon orateur et vous jouez de ça pour pouvoir captiver l'attention et faire du charme à cela. Vous n'allez pas simplement aller dans une boutique, dire que ouais, vraiment, je suis Michel Ngachou. Je voudrais prendre les habits pendant une semaine pendant les une semaine là, je vais aller tous les jours, il faudrait qu'on voit que je sois bien sapé. Ça, c'est autre chose. Ouais. Lorsqu'on va vers quelqu'un, vers certaines personnes, on joue avec ses avantages. Lorsque Charles Lamel dit que cette jeune femme a été abandonnée, ça veut aller savoir comment le garçon l'a rencontrée. Voilà. Peut-être elle était affamée. Voilà. Peut-être elle allait acheter un vêtement et après elle s'est mise à pleurer en disant vraiment quand mes parents vivaient, je ne pouvais pas porter ce genre de vêtements et ils se sont liés d'amitié et de ça l'amour est né. C'est ça le rôle des frères. Quand on aime sa sœur, on veut savoir avec qui, où est-ce qu'elle dort, comment est-ce qu'elle vit, mais on l'accompagne. On l'accompagne. On l'accompagne.
Mais vous Et- Mais il faut aussi permettre un peu. Avec On a aussi Non. des petites sœurs. Non. Permettez. On a tous dans des familles des petites sœurs têtues. Il y en a. On en connaît d'ailleurs qui vont. On a tout été têtus. On a des petites sœurs têtues. Et des petits frères têtus aussi. Parce qu'il n'y a pas que des petites sœurs têtues. Une petite sœur va te dire, bon d'accord, moi je m'engage avec X. Oui. Toi le grand frère, tu ne trouves pas de problème. Oui, Tu as envie de les encadrer. oui. Tu leur dis, voilà le cheminement qu'il faut pour qu'on puisse mieux avancer. Qu'est-ce que vous mettez dans ce cheminement? Mais non, ils cheminent, ils s'engagent, ils font ce qu'ils ont à faire. Oui. Maintenant, vous avez le regard extérieur du grand frère. Et vous vous dites, bon d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant ne tombe pas des mains? Les conseils. Oui. Si vous donnez des conseils à votre petite sœur qui ne vous écoute pas, faites quoi? Si en tant que grand frère, vous dites que, ok, on est d'accord avec cela et on va vous accompagner, vous ne donnez pas simplement les conseils à votre petite sœur. Vous prenez en amour le garçon avec lequel votre petite sœur traîne parce que vous savez pertinemment que vous pouvez avoir plus d'influence sur le garçon que sur votre propre sœur qui vous connaît déjà. Très bien. La peur du jeune garçon fera qu'il aura un peu de retenue et il ne fera pas un certain nombre de choses. Très bien. Dans ces jeunes frères, franchement, vous êtes à côté de la plaque. Merci infiniment. On va rapidement, mesdames et messieurs, marquer une pause d'ailleurs pour une belle transition. C'est vrai, le sujet, il est brûlant, il est chaud. Chacun voudrait en même temps poursuivre avec son argumentaire. Mais donnons l'occasion aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin de rédiger leurs SMS, de rédiger leurs commentaires et leurs avis. Vous nous les envoyez, mesdames et messieurs. Et pour bien faire cela, prenons aussi le pôle de l'évolution du Cameroun avec la colère que nous signons la même battu. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la réglementation des changes par les structures financières dans ce pays. Comment comprendre cette mauvaise passe pour le système bancaire camerounais où 14 banques sur les 15 en activité ont écopé des amendes pécuniaires cumulées de 2,8 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars, pour violation de la nouvelle réglementation des changes. Depuis 2019, 2020, 2021, on ne cesse d'assommer certaines structures financières pour non-respect de la réglementation des changes et on ne sait véritablement pourquoi elles ne parviennent à s'arrimer. Comment comprendre ce manque de collaboration de certains acteurs qui freinent littéralement le processus avec la bénédiction de certains acteurs de l'ombre? Les griefs semblent avoir pris racine depuis 2019. Non-respect des modalités d'exécution des opérations de transfert par les établissements de crédit. Utilisation des comptes en devises des non-résidents. Non-respect de certaines obligations réglementaires par les compagnies pétrolières et minières. Comment comprendre ce manque ou ces manquements qu'observent certaines banques dans le respect de la nouvelle réglementation d'échange en vigueur depuis 2019? Manquement constaté lors des contrôles sur place, 1,4 milliard. Détention d'avoirs extérieurs injustifiés, 1,1 milliard. Défaut de reporting, 29,2 millions. 29,2 millions. Des investissements directs étrangers sans autorisation préalable, 206 millions. Remboursement d'emprunts non déclarés sans autorisation préalable à la BEAC et au ministère des Finances, 1,4 million. Importation des devises sans autorisation préalable, 1,8 milliard et le défaut de reporting, 13,6 millions entre autres. Selon l'article 28 du règlement, les établissements de crédit sont astreints à l'obligation de communiquer périodiquement à la BEAC les relevés de leurs comptes de correspondants et positions d'échange globales. Comment comprendre que les compagnies minières pétrolières implantées dans la CEMAC choisissent volontairement de se soustraire de l'application de la réglementation d'échange en matière de domiciliation des exportations, d'interdiction de détention des comptes en devises offshore et onshore et du rapatriement des recettes d'exportation? Comment comprendre les tours de passe-passe de certaines représentations diplomatiques qui cherchent elles aussi à se soustraire à son application en sollicitant par exemple des exemptions pour effectuer des retraits de devises sur les comptes en devises ouverts dans les banques de la CEMAC? Selon un document du ministère des Finances et consulté, des amendes d'un montant cumulé de 2,8 milliards de francs CFA ont été infligées par la Banque des États de l'Afrique centrale à 14 banques camerounaises en 2020 au titre de la répression pour violation de la nouvelle réglementation d'échange.
Ce montant est en hausse de 32% comparé aux 1,9 milliard que les contrevenants du pays en 2019 pour les mêmes motifs. La BICEC s'en a tiré avec une amende de 240 millions contre 144,6 millions en 2019. Une somme de sanctions qui véritablement porte à faire comprendre que véritablement nous avons des personnes ici ou des structures qui ne respectent véritablement rien en termes de gestion, en termes de réglementation. Chacun contourne, chacun pose des actions avec parfois la bénédiction de certaines autorités. Finalement, comment gérer et assainir le secteur financier au Cameroun? Dans tous les cas, nous avons un gendarme qui veille, nous avons un gendarme qui prend la peine de véritablement constituer et véritablement sanctionner l'ensemble des contrevenants. Merci infiniment, cher Lamel Mathieu, sur cette question, madame, messieurs, du non-respect de la réglementation d'échange par des structures financières au Cameroun. Et bien d'ailleurs, on va aller au pas de course pour mieux comprendre cette question qui semble être assez compliquée quand même pour bon nombre de Camerounais sur le regard. Ben, on a envie de savoir également sur la portée naturellement de cette réglementation justement en matière de change dans les structures financières au Cameroun. Les conséquences qu'on peut avoir aujourd'hui sont certes du point de vue économique quand même, il peut y avoir des conséquences incroyables. Comment peut-on, dans la mesure du possible, faire des transactions financières et que les gens ne respectent pas la réglementation qui peut avoir des impacts économiques aujourd'hui? Dominique Audrey, si on peut essayer justement de mieux se comprendre là-dessus, quel regard ou quelle lecture vous portez à ce non-respect de la réglementation sur ces questions? Il faut dire que de façon panoramique, c'est assez compliqué, c'est assez grave qu'on observe ce genre je ne sais pas si on doit dire incident, ce genre de manquement, parce que de 2020 à 2021, plusieurs rapports ont présenté ces banques-là qui ne respectaient pas. On vous dit qu'au mois de septembre 2021, par là, on a détecté 14 banques qui, effectivement, ne respectaient pas la réglementation en matière de change. Ouais. Donc, je ne vais pas les énumérer ici. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA, ils devaient payer des amendes pour non-respect justement de cette réglementation. La question qu'on doit donc se poser ce matin, c'est de savoir qui s'occupe de pouvoir... Qui est chargé de s'assurer que les banques respectent les réglementations? La question est fondamentale. On parlera ici du ministère en charge des finances quand même. Voilà. Pourquoi donc il n'y a pas de travail qui soit fait en amont? Parce que si je ne me trompe, le taux de change, c'est que moi je reçois de l'argent et c'est ça, Charles Amel. Si je ne me trompe. Il y a des transactions financières. Il y a des transactions. Voilà. Le taux de change, c'est les fluctuations et tout ça. Donc, si en amont, le ministère ne fait pas son travail, c'est le consommateur ou bien les usagers qui vont devoir en faire les frais. Donc, il faudrait impérativement, pour qu'on ne se retrouve pas là, que le ministère prenne absolument et rapidement ses responsabilités pour qu'on n'en soit plus là. Ils ont un rôle de gendarme, ils ont un rôle de censeur. Il faut sanctionner et s'assurer que les sanctions soient véritablement appliquées. Maintenant, la question de savoir si les 2,8 milliards de l'année dernière ont été payés, la question reste encore posée, mais il faudrait s'assurer que ces 14 banques payent. Est-ce que je reviens sur un problème majeur que nous connaissons au Cameroun aujourd'hui qui est porté sur la communication? On ne communique sur rien, on ne dit rien à personne, des choses se font en sourdine, et bien plus tard on vous rappelle qu'il y a des gens qui ont choisi de ne pas respecter la réglementation. Est-ce qu'à un moment donné, d'ailleurs vous avez pointé un doigt particulier sur le ministère des Finances, est-ce que le ministère des Finances joue son rôle et dans ses missions en rappelant permanemment à ces banques que en matière justement de change, voici la réglementation, bien qu'elle soit connue, des questions quand même de rappel sont nécessaires. Je vais vous lire les trois types d'infractions qui ont été relevés par la BEAC. Il s'agissait de manquements constatés lors des contrôles sur place, de la détention d'avoirs extérieurs injustifiés et des défauts de reporting des investissements directs étrangers sans autorisation préalable, du remboursement d'emprunts non déclarés et sans autorisation préalable,
sans autorisation de la BEAC et du ministère des Finances. Donc vous voyez qu'on sait pertinemment à quel niveau ces banques ont fauté. Donc on peut déjà anticiper sur de potentiels manquements et mettre des garde-fous pour que ça ne se reproduise pas. Ça veut dire fondamentalement que le gendarme ne fait pas son travail. Ne fait pas son travail. Le gendarme ici, c'est le ministère des Finances. Est-ce qu'on est préoccupé par des affaires politiques? On oublie qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait s'arrêter un instant et se dire on a besoin de rentrer. On nous renseigne que l'article 28 du règlement stipule que les établissements de crédit sont astreints à l'obligation de communiquer périodiquement à la BEAC les relevés de leurs comptes et correspondant des positions de change globales. Donc ils ont des rapports envoyés et malheureusement ils ne le font pas. Donc il faut sévir au niveau de ces banques-là pour qu'on puisse avoir une certaine transparence et une certaine traçabilité. Quelqu'un me disait encore ce matin, pour ne pas le nommer, M. Mbongongi Guillaume, la banque n'a pas d'oreille. Je dis ça comme ça et puis on se comprendra. Alors Isabelle Carros-Lepet, je me retourne vers vous, véritablement, sur cette question. J'ai envie de savoir, est-ce que vous comprenez en même temps que le gendarme ici ne soit pas dans son rôle véritable et que le gendarme ici s'intéresse à des choses moins importantes que d'informer, que de rappeler, que de dire aux uns aux autres, faites ce qui vous concerne, afin de respecter la réglementation. Quel commentaire, madame? Simplement pour dire que ce gendarme dont vous parlez, est-ce qu'il a un patron ou pas? Il a certainement un patron. Il a certainement quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Ça veut donc dire que si à un moment donné, ce ministère des Finances a failli justement dans son rôle ou encore dans sa mission, je crois qu'il revient à celui ou à ceux au-dessus de lui de pouvoir intervenir et dire on s'approche là d'une réelle catastrophe. Vous demandez au chef de l'État de venir vous dire de réagir, Michel Ngachou. Savoir ce que les banques font. De réagir. Si on avait par exemple régulièrement des conseils de ministres, vous pensez qu'il n'aurait pas un état de la situation? Donc vous pensez personnellement que vraiment on peut le dédouaner de la sorte, ou alors c'est simplement le ministère des Finances qui décide, ou alors qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut? Malheureusement, c'est ce qui se passe, mais ça ne devrait pas être le cas. C'est pour ça que je vais plus loin en disant que aussi, ce chef de l'État, avec sa part de responsabilité, si et seulement si, il prenait sur lui d'avoir ses conseils de ministre, de veiller également ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait sur le terrain. On parle quand même de 14 banques en 2020 qui arrivent à être sanctionnées. On parle quand même de 2,8 milliards de francs CFA. C'est énorme et le manque à gagner pour ces banques aussi est énorme. C'est une grande marche qui se crée. Des choses qu'on pouvait vraiment s'abstenir d'arriver à cette situation, mais là, on le fait parce que vraiment on est dans une situation où chacun se permet, au titre du rang qu'il occupe, de faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on ne m'a pas dit justement, lorsque vous portez le regard sur ce qu'on peut qualifier, sans le dire d'une façon assez difficile, de la négligence du chef de l'État qui ne demande pas en savoir un peu plus là-dessus, que oui, effectivement, il y a un gendarme. Vous êtes ministre des Finances. Vous êtes supposé rappeler aux banques, avec la collaboration de la BEAC, que voici la réglementation qui est la nôtre. Combien de fois rencontrez-vous ces banques au courant de l'année? Combien de fois, justement, échangez-vous avec ces banques au courant de l'année? Alors, il faut donc attendre, laisser des gens tomber dans des erreurs pour venir faire des redressements plus tard. Est-ce qu'on ne va pas laisser croire qu'il y a des pièges qui sont pensés en amont pour faire tomber ces banques-là, quand on sait effectivement que l'environnement même est problématique? Et oui, je parle des environnements économiques au Cameroun. Quand la COBAC arrive, cette commission bancaire de l'Afrique centrale, c'est pour sanctionner. Oui. On ne dira pas que oui, vraiment, on sera assez tolérant, on sera assez souple envers vous. Non, on arrive et on sanctionne parce que vous n'aurez pas fait votre travail, qui est celui de veille. Sanctionner les banques, c'est une chose. Oui. Pourquoi ne pas sanctionner le ministère des Finances qui ne fait pas son travail? Mais qui va sanctionner le ministère des Finances? Alors, le chef de l'État... C'est pas la COBAC qui va sanctionner le ministère des Finances. D'accord. C'est plus haut, c'est plus loin. Ouais. C'est celui qui est garant de toutes ces institutions aussi, qui devrait pouvoir le faire, mais qui ne le fait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment attribuer les responsabilités à qui que ce soit. Et lui, il s'arrache la part belle en termes de responsabilité. Parmi les chefs d'accusation, il y a un fait, c'est ces investissements que l'on fait à l'extérieur sans pour autant justifier et apporter des cahiers de charges auprès de la BEAC et même auprès du ministère des Finances ici. Et quand on fait le ratio entre 2,8 milliards de sanctions pour toutes ces 14 banques, et quand on regarde les investissements étrangers qu'on peut avoir, on surfe dans des centaines de milliers de milliards.
Puisque vous y parlez, vous avez déjà, en termes de transactions, bien précisé que les établissements de crédit privilégient la rentabilité à la contrainte de conformité. C'est d'abord le premier point, c'est les observations qui avaient été faites. C'est plus facile pour le non, monsieur Michel Gatou, il comprend, on préfère la rentabilité à la contrainte de conformité. Il faut d'abord se conformer. Ce qui est important, c'est que l'argent entre d'abord. C'est le plus important. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment est-ce que ça devrait s'organiser. Les établissements de microfinance gagnent plus à se surexposer, monsieur Michel Gatou. C'est ça. Du coup, on vous dit que les banques sont surliquides, qu'il y a tout, mais il faut rentrer dans les fonds et comprendre que le respect des règles prudentielles édictées par la COBAC ne sont véritablement pas respectées par ces différentes banques. Vous avez des voyages d'affaires, par exemple, et un ensemble, ça rentre dans les histoires, dans ce qu'on appelle les transactions. Vous avez des voyages d'affaires, les allocations des devises plafonnées à 10 millions de francs CFA, M. Michel Gatou, avec des pièces à fournir, des pièces qui généralement parfois ne sont pas fournies. Un passeport valide et assorti du visa d'entrée du pays d'accueil, un titre de transport, une patente en cours de validité, une carte de contribuable en cours de validité, une attestation de voyage d'affaires. Généralement, vous vous retrouvez, ce n'est pas toujours ça, M. Michel Gatou. Il y a des contournements, des voies qu'on utilise. On vous dit on a un voyage d'affaires, on déclare un voyage d'affaires, mais pourtant, au fond, ça ne respecte pas, n'est-ce pas, le tracé, le suivi bancaire. Vous avez des missions officielles qui sont constamment organisées. On vous dit telle est la mission officielle, il s'est déplacé, mission professionnelle, voyage professionnel, individuel collectif, effectué pour les besoins des administrations publiques ou privées au Cameroun, M. Michel Gatou. Il y a encore là, il y a des allocations, des devises qui sont plafonnées à 4 millions de francs CFA. Il vous faut un ordre de mission, un passeport en cours de validité, un titre de voyage. Donc, vous vous rendez compte que c'est des passe-droits, on jongle, on ne respecte pas, ça se joue avec les banques, vous devez avoir un quota, c'est un minimum. C'est des transferts, ça se joue, et finalement, le gendarme se rend compte que, mais voilà, il était question qu'au niveau des prêts et des emprunts, on respecte une certaine norme, n'est-ce pas? On dit généralement que les transactions, d'après le règlement, la nouvelle réglementation, ça ne doit pas dépasser les 100 millions. Il y a certaines pièces qu'il faudrait fournir s'il faut que ça passe. Les banques contournent, jonglent parfois avec les particuliers. Vous savez qu'au Cameroun, c'est une affaire de téléphone, c'est une affaire d'intervention. Vous avez les valeurs immobilières, M. Michel Gatou, d'une manière générale, il faudrait préciser qu'il s'agit des titres de rente, des obligations d'actions, des parts de fondation. Tout cela joue et vous savez, la COBAC aujourd'hui observe tout, scrute tout jusqu'au moindre mouvement, M. Michel Gatou. Et à côté de ça, il y a des conditions de rapatriement, des recettes d'exploitation. La COBAC dont est le gendarme. Elle est le gendarme Passel avec le ministère des Finances. Voilà. Ils travaillent ensemble avec le ministère des Finances. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se rend compte, il y a des rapports qui doivent être produits, que ces rapports ne sont pas produits, M. Michel Gatou, on commence à interroger, à se demander, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que tel rapport, on essaie d'évaluer, on voit les mouvements, on voit ce qui a été fait, on voit les sorties, on se rend compte qu'il y a des micmacs qui à tous les niveaux sont posés et c'est la raison pour laquelle il y a des sanctions qui généralement sont en quelque accompagnées. Je voudrais m'arrêter sur les conséquences graves, Charles Abel Batiu, en termes d'évasion. On ne peut pas d'évasion fiscale ici, on ne peut pas des pertes en même temps d'argent, on ne peut pas de l'argent qui a été investi hors du Cameroun et avec la complicité de ces banques-là. Et le montant, je vais dire ici, les 2,8 milliards de francs CFA payés pour les 14 banques, c'est vrai, nous ne sommes peut-être pas dans les secrets des dieux, mais à votre avis, est-ce que c'est suffisant quand on sait, je le disais à l'instant, qu'il y a quand même des milliers d'argent, des milliers, des milliards de francs CFA investis hors du Cameroun? Il faut dire que ça date de 2019. C'est rentré, la nouvelle réglementation d'échange est rentrée en 2019. Du coup, on ne peut pas commencer à appliquer de manière systématique et violemment. On va tout doucement. On a commencé, on a pris 2019, sensibilisation, veille. Amatoli est descendu, lui-même discuté, dit aux gens, sachez que ça va plus se passer comme par le passé. Toutes les facilitations, tout ce que vous avez maintenant sera un peu plus regardant. En 2020, on a frappé à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. 2021, le rapport, M. Michel, les sanctions vont bientôt tomber. Vous allez vous rendre compte que ça va prendre encore un sérieux coup et ils iront peut-être plus, peut-être ça sera moins. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est regardant. Il y a trop de faux, trop de micmacs, trop de jeux qui se passent entre les banquiers, l'administration publique et parfois les opérateurs, et là qui n'ont pas de traçabilité. Ça fait fuir même le fisc qui ne parvient pas à comprendre et à contrôler cela. C'est la raison pour laquelle cette réglementation de la BIAC, M. Michel Gatou, viendrait essayer de créer une transparence pour permettre à tous de savoir quels sont les jeux. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a acheté une maison.
il a acheté une maison aux Bahamas, il est en train d'investir aux Bahamas. Quand vous allez regarder en termes de traçabilité et tout, on le voit au niveau de la traçabilité, comment est-ce qu'il fait pour sortir. Il y a un plafond pour les missions d'affaires, les voyages d'affaires. Donc vous vous rendez compte que l'argent liquide se balade sans qu'on ne comprenne véritablement comment est-ce que ça se joue. Par quels moyens. Voilà. Alors, je voudrais peut-être rapidement revenir sur la question de ces micmacs qu'on peut qualifier de corruption, Isabelle Carrozopet. Les banques, en même temps, aujourd'hui, travaillent pour ça. Volontairement ou involontairement, la corruption passe aussi par la banque. Les détournements passent aussi par la banque. Il y a beaucoup d'enjeux économiques par les banques. Ne parlez pas des listes de comptes offshore et onshore. Oui. Encore à ce niveau-là. Tout passe par il y a les encore banques. tout un faux qui navigue tout autour de cette liste. Le noir se situe dans les banques. Quand je dis le noir, je parle de On du comprend faux. très bien du faux, Voilà. des réseaux qui se Alors, mettent en place, des identités qui ne sont pas toujours les vôtres. Est-ce et tout. que le gendarme a assez de points pour tenir ces banques aujourd'hui quand on sait qu'elles regorgent et qu'elles sont surliquides, comme disait Charles? Qu'elle respecte même d'abord, M. Michel Ngatou, Non. les délais de Avant de transmission respecter. des informations. Non, il y a d'abord un délai permettez. pour donner toutes les informations. C'est ça le drame d'abord, parce que vous voulez sauter. Il faut d'abord mettre à disposition la transmission des informations. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait le Alors, premier je- semestre, M. je Michel Ngatou? reviens donc- Ces informations arrivent généralement tard. Si on lorsque s'en- le passe à autre chose. Si on s'en tient à l'information, Exprès, oui, j'ai dit si on s'en exprès. tient à l'information, est-ce que le gendarme, que ce soit la COBAC ou même le ministère des Finances, est-ce qu'ils ont assez de coups de franche pour pouvoir tenir les banques Est-ce qu'ils ne véritablement? sont pas corrompus? Je préfère la question. Là, Vous la- connaissez le lobbying pétrolier pour le prendre que ça Voilà. dans ce cas. Oui, Cela- c'est mieux ce genre. de Parce poser que- la question ouais. s'ils ne sont pas corrompus, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le bâton de commandement tombe de leurs mains. Et pourquoi? Qu'est-ce qui motive ça? Ou alors, qu'est-ce qui justifie une telle situation? Peut-être que quelque part, ils sont fragilisés ou alors retrouvent des ressources auprès de tels établissements financiers, raison pour laquelle ils n'arrivent plus à user de tout leur pouvoir parce qu'affaiblis par ces financements. Parce que ces établissements financiers jouent un rôle déterminant, parce qu'il y a tellement, mais alors tellement de faux, de choses assez obscures qui se traitent, des personnes qui... Il y a en termes de ces finances-là, des montants que vous n'êtes pas censé avoir, des montants que vous devez par exemple justifier, donner l'origine par rapport à une transaction vraiment que ce soit, vous devez pouvoir dire l'origine des fonds, c'est important et on vous le demande chaque fois. Est-ce qu'on prend sur soi de pouvoir justifier ou alors d'apporter les justificatifs qui conviennent? Ça aussi, il faut se poser cette question-là. Non, je crois que c'est simplement la corruption aujourd'hui qui a pris le dessus et les conséquences sont lourdes. Tout le monde paye le prix d'une manière ou d'une autre. Les banques sont plus fortes que la COBAC, plus fortes que le ministère des Finances, Dominique Audrey, ou encore, je le disais encore, c'est un jeu où on laisse perdurer pour plus tard vous l'imposer comme étant une sanction, quand on sait en même temps qu'on est supposé prendre la peine d'être à vos côtés au courant de l'année. Il faut dire Parce que que depuis 2019-2021, de 2019 à 2022 quand même, il y a une nouvelle réglementation. oui, il y a une nouvelle réglementation et Charles Hamel l'a mentionné. Il faut un temps d'implémentation. Et parmi les clauses, on vous dit l'infraction sera sanctionnée à hauteur de 5, 10, 30, 40, peut-être 100% du montant de la transaction selon l'infraction. Donc ça va prendre un temps. Malheureusement, ça va prendre du temps pour qu'on puisse l'implémenter. Je crois que c'est Amatoli. Oui, Amatoli. Amatoli. Oui, qui a dit qu'on s'est rendu compte que la BEAC et la COBAC se sont rendus compte qu'il y a une explosion de faux dans ces endroits-là. Maintenant, qui est à l'origine du faux? Est-ce qu'il n'y a pas de complicité? Ce sont les questions qu'on devrait se poser. Mais je crois qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, il peut y avoir des complicités, raison pour lesquelles on réussit quand même à chaque fois à s'en sortir pour pouvoir poser ce genre d'acte. Mais c'est triste quand même parce qu'on vous dit que ces institutions ont la possibilité de faire des descentes dans ces banques-là pour effectuer les contrôles. Mais ici, visiblement, rien n'est fait. On ne vous dit absolument rien. C'est comme Bombok dit généralement que c'est comme si avant d'arriver, on vous dit en fait bonjour, c'est pour vous dire qu'on va passer là-bas chez vous, on va venir vous rendre une petite visite et tout. Et là, on arrive simplement les civilités et vous repartez sans effectivement faire ce pourquoi vous êtes venu, simplement parce que vous avez eu la bouche pleine ou bien les mains occupées à tenir quelque chose. J'ajoute juste en disant par exemple que on dit qu'il est stipulé dans la nouvelle réglementation que les produits des exportations
M. Michel Ngacho, de 5 millions et plus doivent être rapatriés dans les 150 jours. Je dis bien dans les 150 jours à compter de la date des exportations, de l'exportation des 10 produits. Mais imaginez combien de produits sont exportés. Je prends le cas du pétrole. On dit 5 millions et plus. 150 jours. Bien souvent, ça atteint les 250 jours, ça atteint les 300 jours. C'est là où on se lève pour avoir l'information en disant qu'on était occupé et tout. Au moment d'arriver, entre-temps que ça arrive le 300e jour, il y a déjà, M. Michel Ngacho, encore des cas d'exportation. Donc, il y a une magouille et une mafia qui est bien entretenue, je crois, ne serait-ce que c'est ça, pour comprendre qu'on ne peut pas respecter cette réglementation. C'est une toile bien tissée, c'est une toile bien tissée. On ne sait pas exactement si on parviendra à s'en sortir. C'était un peu technique ce matin. On parle d'économie depuis un petit moment. C'est aussi notre façon de se former.